Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos avec un invité de choix aujourd'hui, Pierre Arditi. Bonjour. Comment va-t-elle? Mais elle va très bien et vous-même? Ravi Écoutez, de vous retrouver. je vais au sens beckettien du terme, c'est-à-dire que j'avance vers le terme lui-même. Oh, non, vous êtes très en forme. Vous venez pour nous parler d'un livre qui s'appelle Le goût de ma vie, qui est un formidable livre. Et je le dis pour tous ceux qui sont en train de chercher des idées de cadeaux de Noël, c'est le livre parfait parce que vous vous y racontez, on va y revenir, vous racontez Pierre Arditi à travers vos rencontres de vignerons, de personnages. C'est un livre qui se déguste. Voilà, c'est facile, hein, mais c'est très bien. Mais c'est vraiment exactement ça. Mais c'est vraiment ça. On va y revenir dans un instant. On va parler théâtre, on va parler télé avec vous, puisque vous êtes au théâtre dans Compromis avec Michel Leb, au théâtre des Nouveautés, jusqu'au 5 janvier. Absolument. C'est avant ça. la tournée du spectacle. Absolument. Bonjour Gilles Gansman, qui est avec nous, qui regarde la télé, qui va nous proposer le zapping. Vous la regardez la télé? Vous l'avez regardée hier soir? Non, vous étiez au théâtre. Non, hier soir je ne l'ai pas regardé parce que je suis allé voir ma sœur Catherine jouer au théâtre dans un spectacle génial qui s'appelle Madame Zola, que je recommande vivement. Génial. Non pas parce que c'est ma sœur, bien qu'elle soit magnifique. Formidable. Mais c'est un très joli texte d'Annick Le Goff, qui se joue au Petit Théâtre Montparnasse, qui était une jolie salle, et qu'elle joue avec Pierre Forest, qui est aussi bien qu'elle. C'est superbe. Bon, à voir absolument. À voir absolument, très bien. Et donc, je n'ai pas pu voir la télé. Mais vous la regardez? Je la regarde la nuit, vous savez, moi je dors pas beaucoup, alors je regarde. Et donc, vous regardez qu'est-ce qu'il y avait il fallait voir? Hier soir, je vais vous dire, il y avait Capitaine Marlowe. Vous avez déjà regardé Capitaine Marlowe? Je l'ai regardé, j'en ai fait. Vous en avez même fait un, oui, vous avez été guest, comme on dit maintenant. Oui, bien sûr. 6 708 000 téléspectateurs hier. Génial. France 3 est arrivé en tête, la fiction française cartonne à la télévision. De toute façon, la fiction française, France 3 cartonne. En particulier Le sang de la vigne également. Oui, mais il n'y a pas surtout Le sang de la vigne. Il y a eu d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais la fiction française marche très bien. Et effectivement, celle de France 3, et c'est vrai qu'Anne Olmès elle est nettement en tête. Elle est en tête parce qu'il y a quelqu'un d'un peu intelligent à sa tête aussi. Anne Olmès. C'est vrai que le Capitaine Marlowe, à chaque fois, c'est un raz-de-marée. Ça a un petit peu moins bien marché que celui avec Joe Star la semaine dernière. Hier, c'était avec Cadmerade, 200 000 téléspectateurs de moins. Mais c'est quand même 200 000 de moins. C'est quand même 200 000. On est précis. Rémi Pernelet me donne ses chiffres tous les matins. Il est très précis. Deuxième position, TF1 avec la série américaine SWAT, 3 177 000 téléspectateurs. La France a un incroyable talent sur M6 qui marche pas mal. Vous regardez ça, ce genre d'émission? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est dommage. Je vais vous donner un extrait qui va vous donner très envie. Non, mais mais c'est pas le genre d'émission que vous regardez? Non, ce que je vais regarder, c'est un truc sur la musique classique. Prodige. Ouais, ça j'ai regardé, ça on découvre des choses. Mais je dis pas que la France a un incroyable talent, n'est pas bien. Vous le regardez, pas. Vraiment, et à signaler djihadiste français, La part du monstre sur France 5. C'est ça que je voulais voir, et que malheureusement je n'ai pas. 1 115 000 téléspectateurs, c'était assez exceptionnel. Moi je suis resté, j'ai regardé ça hier. J'ai vu le garçon qui a fait ce documentaire sur C'est à vous, et il était remarquable. Et ça j'avais très envie de le voir, mais je vais peut-être Vous pouvez le voir en replay. Vous savez qu'il y a des choses qui se regardent en replay. Oui, vous êtes gentil de me rappeler que je suis un vieillard. Vous savez. Il y a pas de problème. Oui, je sais. Je ne sais plus très bien comment on fait, mais je vais finir par y arriver. Vous savez, petit à petit, je finis. Je me moque, mais... Vous savez que je suis un infirme. Ah bon? Tout ce qui est technologie, je suis un infirme. Et je me défends donc en me disant que tout ça ne me concerne pas. C'est pour les jeunes gens à trottinette et à casque sur les oreilles. Mais en réalité, j'ai tort, parce qu'effectivement, il y a des trucs dont je me prive, et c'est dommage de m'en priver. La preuve, c'est que j'aurais voulu voir ça. Mais vous avez 2 portables devant vous, vous surfez pas dessus? J'ai 2 portables devant moi qui sont il n'y a pas d'appli dessus, vous n'avez pas sur certaines applis? Si, il y a des applis. Vous me montrerez ça à la fin de l'émission. Je vous montrerai Tinder pour ça me fait plaisir, merci. C'est gentil, ça me fait plaisir de venir à Sud Radio, parce que c'est une radio jeune pour les vieux. Je vous installerai l'appli Sud Radio, quand même. Pour que vous puissiez écouter Sud Radio partout. Il faut m'écouter tous les matins, quand même. Mais vous regardez quoi à la télé, alors? Ça peut vous foutre de la police, c'est vrai, comprendre. Je regarde quoi à la télé? Beaucoup les docs, beaucoup, évidemment, les infos, la politique, de temps en temps, un peu de film, mais pas beaucoup. Franchement, c'est surtout ça, quoi. Qu'est-ce qui vous met en colère? Vous mettez en colère, vous êtes tout le temps en colère. Mais... tout me met pas en colère, non, je suis désolé. Alors je fais mienne, je fais mienne cette phrase de je ne sais plus qui disait que les Français sont des gens qui vivent dans un paradis et qui pensent qu'ils vivent dans un enfer. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens n'ont pas de problème dans la vie. Il peut y en avoir. Mais enfin, quand on fait un petit tour d'horizon
autour, on se dit quand même qu'on vit effectivement dans un paradis. Donc vous êtes d'accord avec Macron qui dit qu'on est un pays de râleurs et qu'on ne peut pas changer ça, on a toujours été un pays de râleurs. Temps, alors ça, c'est pas... Mais il y a des choses qui vous mettent... C'est pas forcément un défaut, ça peut être une qualité. Mais quand on se casse un ongle et qu'on demande à mettre en place une cellule d'aide psychologique, là, franchement, c'est un petit peu fatigant, quoi. Voilà, mais... Est-ce qui vous met en colère à la télé ? Parce que les chaînes d'infos, des choses comme ça... C'est-à-dire que je les regarde, alors donc je ne peux pas à la fois regarder les choses et cracher dessus. Ce que je regrette assez souvent... je regrette assez souvent que ces chaînes d'infos ne prennent pas suffisamment de précautions avant d'annoncer quelque chose. Il y a eu un exemple flagrant avec Dupont-Ligonnès. Quand même, on pouvait attendre 24 heures. La peur de ne pas avoir le scoop les premiers les oblige à aller dans des zones qui sont condamnables pour des journalistes. C'est condamnable. Mais est-ce que ce sont... Bon, voilà. Et ensuite, encore une fois, quand on tombe sur un événement, une chose comme ça, qui semble être petite comme ça, si on la regarde beaucoup, la chaîne, et qu'on la voit en boucle, ce qui peut m'arriver à moi, eh bien, à 7h du matin, c'est un ongle cassé, et à 7h du soir, c'est le Titanic qui a coulé avec 3200 morts. Bon, alors, à un moment donné, faut quand même raison garder. Je sais bien que le mot raison est un mot très peu employé en ce moment. Mais enfin, bon, quand même, oui, ça ne me convient pas, ça. Mais il y a dans ces chaînes-là des gens qui, eux, sont extrêmement performants et des vrais journalistes. De qualité. Votre première télé, c'était quand? La première fois qu'on vous a vu à la télé, vous vous en souvenez? À la télévision? La première fois? Oui, c'était dans les années 60, bien sûr. C'était... des dramatiques qui étaient en direct, non, c'était en noir et blanc, et c'était François Gire, le réalisateur. François Gire, ça vous dit peut-être quelque chose ou pas, c'était le fils de Jeanne Fusier-Gire, et il a été assistant de Sacha Guitry, dont il avait une certaine partie du physique et pratiquement la même voix. Et c'était un homme absolument délicieux, auquel... je dois beaucoup, car c'est lui qui nous a fait confiance à ma sœur et à moi il y a très longtemps. Et vous vous souvenez de cette première... On n'oublie pas les gens qui vous veulent du bien. Non. Je m'en souviens très bien, la 99e minute de Francis Didlot. En direct. Francis Didlot, qui est un auteur de polar français, et c'était en direct. Et alors, c'était comme au théâtre, on répétait pendant un mois ou 3 semaines et demie, et ensuite on faisait une générale, et puis le soir, c'était en direct. Et c'était très impressionnant, parce qu'à l'époque, les caméras étaient énormes, donc il fallait enjamber les caps, il fallait arriver au bon moment. Il y a eu des exemples, d'ailleurs, de ratages extraordinaires, dont, je crois, Lorenzaccio, avec mon ami Pierre Vanek, qui, à un moment donné, passe dans un truc, et on voit... C'était un long couloir, et on voit au bout du couloir une script qui est en train de noter des trucs, et tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'elle est filmée, et elle se barre comme un lapin. Donc, voilà. Mais c'est la première fois, c'est ça. C'était ça. La 99e minute, donc je devais avoir, je sais pas, 22 ans, 21 ans. Et maintenant, on tourne Capitaine Marlowe en 16 jours. Oui, les moyens ne sont pas les mêmes. La technologie a considérablement progressé. Ça vous gêne pas de tourner vite? Ça me gêne pas de tourner vite à partir du moment où je tourne avec quelqu'un qui sait tourner vite et qui est intelligent. C'est l'exemple absolu, c'est José Dayan, qui fait le Capitaine Marlowe, avec lequel j'ai travaillé plusieurs fois, dans Monte Cristo, et le Marlowe aussi. Mais elle sait ce qu'elle veut. Elle a un point de vue, elle sait ce qu'elle veut avoir. Donc après, quand on vous demande de refaire une autre prise, ok. Si c'est pour... maintenant, il n'y a plus de poils sur la pellicule, ça n'existe plus. Tout ça, c'est numérique. Bon, donc, il y a un poil, il faudrait peut-être la refaire. C'est fini. Si on vous demande de faire une autre prise et qu'on vous propose de faire quelque chose de différent, parce que le réalisateur a vu que vous appuyez sur telle ou telle note qui l'intéresse et qui veut la faire progresser, c'était le cas de René, par exemple, quand on faisait des prises, on faisait d'autres essais. Mais quand on vous demande de refaire exactement la même chose, c'est grotesque. Alors, le célèbre mot concernant José Dayan, c'est « Est-ce que José Dayan est capable de tourner moins d'une prise ?» Voilà. Alors, non, elle n'est pas capable, mais quand elle en a une qui est bonne, elle laisse parce qu'elle a ce qu'elle veut et elle a bien raison. Il y a des gens qui sont plus lents, on fait comme on veut. Moi, j'aime bien, je suis un peu comme Depardieu, le talent mis à part, il en a plus que moi. Je suis impatient. Voilà. Il faut que ça aille vite. Quand on vous a proposé le sang de la vigne, vous avez tout de suite accepté, le personnage vous correspondait évidemment. On l'a fait pour moi. Oui, ça m'a beaucoup plu, bien sûr. J'aime bien le vin, j'aime bien cet univers-là, tout comme ça. Je suis beaucoup instruit pendant ces tournages. C'est ce que vous racontez dans le livre. Oui, bien sûr, ça m'a fait connaître beaucoup de choses et de gens que je n'aurais pas connus sans doute autrement. Mais ça m'a beaucoup plu, bien sûr, oui. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie Pierre, voici mon zapping du jour. Hier, donc, on en parlait sur France 5, diffusait un documentaire sur djihadistes français, La part du monstre, dans lequel vous allez entendre un Syrien qui témoigne de sa peur des djihadistes français, même si la plupart ont fui. Les djihadistes fuient, en laissant derrière eux des Syriens meurtris, principales victimes de cette guerre. On ne savait pas comment dormir. On sortait pour aller travailler sans être sûr de revenir vivant. Les avions, les tirs ou un mot de travers à un djihadiste et tu meurs. Et puis le témoignage de cette sage-femme syrienne qui, pour elle, même si elle le nie, les femmes françaises ne font pas qu'accompagner leur mari, ce sont pour elles des combattantes. Mais au quotidien, elles ne se séparaient jamais de leur pistolet. Celles qui disent qu'elles ne portaient pas d'armes mentent. Elles apprennent à leurs enfants le mal. Elles leur apprennent à tuer et à égorger. Elles les considèrent comme les petits soldats du califat. Allez, autre chose, parce que c'est ça un zapping. Hier, dans Incroyable Talent sur M6, il n'y avait rien d'incroyable et il n'y avait pas de talent avec Babacar qui s'est attaqué à Whitney Houston. If I should say I will only Donc voilà, c'était Babacar qui a beaucoup évidemment fait parler sur la toile parce qu'il a chanté totalement faux avec certains qui reprochaient d'avoir fait exprès de le caster pour se moquer de lui. Chez Bruce Toussaint, chez BFM, écoutez bien ce projet fou de la mairie de Saint-Étienne qui a été retoqué par la CNIL. Écoutez bien, on vous écoute. Saint-Étienne renonce au micro dans les rues. C'est la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, qui avait tiré les oreilles de la municipalité, qui voulait en effet installer des capteurs de son pour surveiller les habitants. Hier, dans le 20h de TF1, un sujet sur une pratique qui se répand, l'arnaque au vin, et beaucoup y ont cru. Sur ces 2 dernières années, les Français ont perdu près de 1 milliard d'euros au total à cause de choix hasardeux, notamment dans des investissements liés au vin. On m'a proposé d'investir dans 2 bouteilles de Pétrus. Des bouteilles qu'elle n'a pas l'intention de boire, mais de revendre. Car son interlocutrice lui promet un bénéfice de 8% en 3 mois. Séduite, elle investit 17 000 euros. Mais au moment de récupérer ses fonds, aucune réponse. Méfiez-vous d'Internet. C'était spécial Valérie. pour Pierre Arditi. Vous parlez de ça d'ailleurs dans votre livre Le goût de ma vie. Le vin, c'est pas fait pour thésauriser. Bah non. Enfin, non. Ouais. Franchement, non. C'est fait pour être conservé, bien conservé, et bu, agréablement bu. Partager, car boire d'une manière solitaire, moi, je ne le fais pas, ça m'ennuie. J'aime pas ça. C'est un outil de partage, le vin. Voilà, donc c'est pas du tout fait pour ça, mais vous savez, il n'y a pas que pour le vin, comme pour la peinture. Les gens qui achètent une toile de maître parce qu'ils ont les moyens, qui coûte cher, qui la foutent au coffre et qui mettent une réplique au-dessus du canapé, ça quand même, franchement, ça n'a absolument aucun sens. Ça a pas de sens. Non, c'est fait pour être bu, le vin. Voilà. Alors après... appelez ça comme vous voulez, j'ai déjà dit ça ici, avec modération, moi qui est un mot qui ne me convient pas, mais avec raison. Avec raison. Voilà, ça c'est plus intelligent parce que le vin est un ami, il peut devenir un ennemi, donc on fait gaffe aussi. Vous l'avez dit parce que vous le pensez vraiment ou parce que c'était un petit peu obligé dans non, pas du tout. Livre comme celui-là. Je le pense pour avoir écrit comme ça un chapitre ou 2 sur des choses qui ont tourné à la catastrophe, mais rigolotes. Quand je jouais Don Juan, que je suis rentré avec les zygomatiques paralysés, enfin vous avez tombé, voilà, truc comme ça. Vous dites on a joué dans une langue que les gens n'ont pas compris. Quand on en arrive à ce stade-là, je suis pour une certaine ivresse, mais à partir du moment où l'ivresse devient à partir du moment où le vin prend votre place, il n'est plus à considérer, positivement. Voilà. Je ne laisse pas au vin le droit de décider pour moi. Vous êtes quand même à contre-courant d'une époque qui veut qu'on... Oui, mais je suis totalement à contre-courant de cette époque, et on en reparlait tout à l'heure hors antenne avec ma camarade Valérie Expert, où vous prenez une carte et il y a sans gluten, sans machin, sans truc. Un jour, on dirait, écoutez, donnez-moi un verre d'eau des toilettes et puis je rentre à la maison. C'est pas la peine, quoi. Ça... Après, je peux très bien comprendre que les gens soient végétariens. Si ça leur fait plaisir, ils ont absolument le droit. Rien ne me dérange à condition qu'on ne me l'impose pas. Mais par exemple, vous voyez, Agnès Buzyn, je vous l'ai dit tout à l'heure, a interdit le vin à table dans son ministère. Oui, mais quel est l'argument ?
L'argument, c'est de ne pas encourager de l'alcoolisme, c'est ça. C'est oui, de mais montrer est-ce qu'on l'exemple. peut considérer, par exemple, qu'on peut boire du vin sans être addict? Ouais. Moi, je suis contre l'addiction. Je suis contre l'alcoolisme, totalement contre. Je suis pas bagarré becs et ongles contre ça. Bien sûr, absolument. Et les jeunes gens, d'ailleurs, ne boivent pas de vin. Ils boivent des petits alcools frelatés, pas chers, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir du vin. Et que, par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se beurrent la gueule pour, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, oublier qu'ils sont dans une société qui ne leur fait pas encore la place. Voilà. Alors, on leur fait la place pour les trottinettes, mais on leur fait pas forcément la place pour les emplois ou pour la culture, les machins comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut faire très attention, absolument, très attention. Maintenant, après, on n'est pas obligé de boire du vin pour se bourrer la gueule. Alors, bon, Madame Buzyn, que j'aime bien par ailleurs, mais enfin, là, peut-être c'est le politiquement correct. Oui, c'est de la com, en fait. Je ne pense pas que son personnel se pochetronne dans les couloirs du ministère et soit pas capable de travailler l'après-midi une fois qu'ils ont déjeuné. Je ne le pense pas. Mais après tout, si elle pense que c'est mieux comme ça, elle a fait. Le politiquement correct m'emmerde. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est ma génération. Michel Sardourise écoutez, je ne le dirai pas sur le ton de Michel, que j'aime beaucoup, mais il y a des moments où je ne suis pas totalement en désaccord avec lui. Voilà. Voilà. Je ne suis pas en désaccord avec lui. D'abord, je suis rarement en désaccord avec lui parce que j'aime bien ce mec qui est cash et il dit ce qu'il pense et il ne masque jamais. Alors, je préfère... Vous aussi. Oui, moi aussi. Je préfère fréquenter ce genre de gens. Voilà. Alors, je l'ai entendu dire, oui, je hais ce siècle, je hais cette période. Bon, comme avec ça, son franc-parler, ça me fait marrer. Il est un râleur lui aussi, mais j'aime bien sa manière de râler. Et voilà, bon, je pense... aussi, vous haïssez ce siècle, écoutez, cette époque, cette période. Il y a beaucoup de choses qui me satisfont pas. Si vous voulez, j'ai malheureusement cet avantage ou cet horrible inconvénient d'avoir vécu assez longtemps. Et je ne vois pas... Alors bon, je disais tout à l'heure que les Français pensent qu'ils vivent en enfer alors qu'ils vivent dans un paradis. C'est pas tout le temps un paradis. Il y a des gens qui ne vivent pas dans un paradis, c'est clair. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Mais en même temps, je veux dire par là que... Comment dire on a toujours parlé du progrès social. Le progrès social, oui, le progrès social il est en panne parce que il y a quand même des tas de gens qui, à un moment donné, n'en bénéficient pas. Alors, il y a des choses qui s'assouplissent, ceci, cela, enfin, ce qui me saute le plus au visage, c'est les salaires. Honnêtement, aujourd'hui, une grande majorité de nos congénères ne gagnent pas leur vie au sens pur du terme. Ils ne la gagnent pas. Ouais. Quand on gagne 1300 balles par mois, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est ce qui a été le point de départ. C'est des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas. Et comment on fait alors? Comment on mange, comment on se loge, comment on envoie les gosses à l'école, comme ça. Comment on fait? Moi, il faut m'expliquer. Je ne sais pas comment on fait. Je ne vois pas comment on y arrive. Alors déjà, bon, Paris, terminé, ça. Ils ont été mis dehors, mais tout le reste. C'est-à-dire on dit, bon, quand même, merde, 3 €. Mais 3 € pour un mec qui gagne, une femme qui gagne 1300 balles par mois, 3 €, c'est énorme. Voilà, c'est simple. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. C'est pas tenable. Bon, alors, quand même, moi, je vais avoir 75 ans. Il m'a semblé entendre des discours qui disaient qu'ils allaient aider la vie des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. C'est pas complètement vrai. Non, c'est pas complètement vrai. Politique, tout ça. On va pas. Ça vient souvent soit d'un manque de courage. Je n'arrive pas à comprendre. Enfin, si j'arrive à comprendre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les politiques sont en ce moment vilipendés et rejetés, et pas toujours à bon escient. Franchement, parce que faut pas se battre pour le poste. Il y a que des coups à prendre. Franchement, je le ferai pas moi. Mais à un moment donné, comment ce sont des gens cultivés, machin qui. Mieux vaut moins promettre que de promettre et de ne pas tenir. Vaut mieux promettre ce qu'on tient. Alors après, Yaka, Faucon, c'est toujours les mêmes conneries. C'est bon, voilà, on sait bien que c'est pas commode. Mais à un moment donné, on voit bien que, oui, on va supprimer ces impôts-là, trucs comme ça, puis finalement, personne ne le voit, puis il y en a d'autres qui s'y obligent. Bon, alors à un moment donné, ça devient incohérent, tout ça. Ça devient absolument incohérent. Alors, à quel sein se vouer, si tant est qu'il y ait des saints? Il n'y a pas. Oui, bien sûr. Ma vie, pas question que je ne vote pas. Même si je vote contre, ou si je suis... Oui, non, je vote, bien sûr. Il y a des gens qui sont morts pour que je vote. J'imagine même pas que je vais me dispenser.
Non, je vote, mais je critique, c'est tout. Je peux critiquer, je peux absolument critiquer, je suis aussi là pour ça. On va se retrouver dans un instant pour parler de votre livre, Le Alors, goût si de ma ça vie. ne vous ennuie pas trop, on va en parler, même, mise en bouche et aparté Christophe Casaza, on va parler de ça. Casaza. Christophe Casaza, mais excusez-moi, mais C-A-S-A, ça fait Casa. Non, c'est C-A-2-S-A. Bah, il y a une faute sur la couverture. Il y a un seul S ? Il y a un seul S. Bon, c'est pas grave, on va pas faire le débat là-dessus. Casaza. Allez, Le goût de ma vie, on y revient. Casaza, et j'aime beaucoup cette phrase C'est Casaza. Cette phrase d'Antoine Blondin que vous citez. Le zinc est un conducteur d'amitié. Restez à table, amis. On se retrouve dans un instant. Et c'est Pierre Arditi qui est dans le studio de Sud Radio ce matin pour nous parler de ce livre, Le goût de ma vie, aux éditions Hugo et Doc. Très très joli livre, particulier parce que ça ne ressemble à aucun autre livre. Vous vous racontez à travers les rencontres que vous avez faites, à travers les découvertes de vignobles, de vignerons. Vous faites un très beau portrait d'Alain Resnais. Il y a beaucoup de choses de vous dans ce livre. Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre, ce goût de... Transmettre, je sais pas. J'avais envie oui, enfin, je suis content que ça ne ressemble pas aux autres. Non, mais quand je dis que c'est un livre mais je veux dire, il y a un angle, oui. un point de vue qui est un peu différent, quoi. Oui. Parce que vous parlez de vous, mais vous parlez des autres. Oui, je parle des autres aussi, parce que les autres font partie de moi, en bien ou en mal quelquefois. Mais bien sûr, c'est une espèce de promenade mélangée entre le goût du vin, les gens que j'ai pu rencontrer, les vignobles, les terroirs, la géographie humaine et la géographie paysagère, par exemple, et puis la manière dont je le traverse, tout ça, et dont les autres me le font traverser. Et je les prends par la main et je les emmène, quoi. Quand ils aimaient le sang de la vigne et que je les embarquais, alors ça n'a rien à voir, et en même temps c'est parfois cousin germain, il y a des choses qu'on peut retrouver là-dessus. Tout se mélange, il y a mon enfance, mon adolescence. Vous parlez de vos parents, vous parlez de beaucoup de choses, de vos parents, de votre oui, enfance. Enfin, c'est pas eux qui m'ont donné le goût du vin. C'est ce que vous racontez. Vous l'avez découvert assez tard, le vin, en fait. Pas tellement tard, parce que quand je suis parti, j'ai fait mes débuts à Lyon, j'avais 20 ans. Et donc à Lyon, j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle les vins de soif, c'est-à-dire le Beaujolais et le Côte-du-Rhône qu'on buvait en pot, qu'on boit toujours en pot, d'ailleurs, dans les bouchons lyonnais, qui eux existent plus beaucoup. Puis après, j'ai eu les moyens d'approfondir les découvertes, mais c'est ça, c'est une espèce de voyage au pays de la vie, en particulier de la mienne, et de la vie d'autres gens que j'ai la chance de traverser. Alors vous dites, je ne suis pas un professionnel du vin. Non. Pourtant, vous y connaissez quand même. Je suis un bon amateur. Ouais. Je suis un bon amateur, oui. Ouais. Voilà, je suis un bon amateur. Ça s'arrête là. Bourgogne ou Bordeaux ? Les deux, mon général. Oui. Blanc ou rouge les deux. Pas seulement Bourgogne ou Bordeaux. Il y a l'Alsace, il y a le Jura, il y a la Loire. Il y a le Champagne, vous parlez du Champagne. Oui, aussi, bien sûr. Et le rosé, c'est du vin ? Oui, c'est du vin, oui. Bien sûr, c'est du vin. Alors moi, je suis pas un hystérique du rosé. J'en ai bu des bons, que j'aime bien. On a le droit de citer des trucs ou pas du tout? Oui, si. Vrai. Ouais. Non, mais moi, j'ai toujours une petite pensée émue et gourmande pour le pétale de rose de Régine Sumer, qui est à Ramatuelle. Et d'ailleurs, c'est château. Ce qui est formidable, si vous voulez, quand on fait des émissions comme ça, c'est que l'Alzheimer repointe le bout de son nez. On ne peut pas se souvenir de tout non plus, mais il y a une certaine somme de choses. Il y a une cuvée pétale de rose qui est numérotée, qui est très bonne. Voilà. Il y en a d'autres qui sont bien. Bon, il y a des. C'est pas ce que je préfère, mais de temps en temps, c'est agréable. Il y a le domaine de Lille, qui est assez sympa, qui est en face de hier, le Mas du Langoustier, tu connais pas ça? Si, bien sûr, à Porquerolles. À Porquerolles, voilà. Absolument. Alors ça, c'est un très joli domaine. Il y a un très joli rosé, un peu puissant, comme ça, avec des goûts de réglisse, qui sont très agréables. Mais il y a des vins vraiment intéressants que vous citez, et c'est pas forcément des vins chers, c'est ce que vous dites. Un sommelier digne de ce nom ne vous recommandera jamais la bouteille la plus chère de sa carte, ça l'intéresse pas. Ce qui l'amuse, c'est de vous faire découvrir des choses, et quelquefois des choses qui sont à petit prix, parce que c'est son honneur, lui qui connaît évidemment 1000 fois plus de choses que vous, de vous faire découvrir un truc qui est amusant, qui est intéressant,
intéressant, qui est goûteux et qui est abordable. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, il y a un problème de fric avec certains vins qui sont plus achetables par beaucoup de monde. Plus abordables. Vous êtes un homme facile, c'est-à-dire qu'on peut vous proposer des vins, vous êtes ouvert à la découverte. Non seulement je suis ouvert, mais je la demande. J'ai toujours dit que le sommelier en sait toujours plus que vous. Alors il y a des cons glorieux qui pensent que donnez-moi ça, bon, et puis qui font des assemblages absolument désastreux. Et puis, quand vous voyez que vous allez faire un bon sommelier, ce qui est pratiquement tout le temps le cas, et qui a envie de... Si vous voulez pas que je vous fasse goûter ça, bien sûr que oui. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Vous êtes cocorico ou les vins californiens Non, je suis cocorico. Ah ben je vais là. Je suis très cocorico. Alors, il y a des très bons vins, les vins du Nouveau Monde. Voilà. J'en ai bu des bons, hein, voilà. Mais non, je suis très cocorico. Au début du livre, vous faites le rapprochement entre votre métier et celui de vigneron. Vous dites qu'il y a un lien entre les deux. Oui, parce que parce que je parle des sommeliers, je pense, c'est ça. C'est-à-dire que le sommelier, il est à la fois le metteur en scène, il est l'auteur de ce qu'on va boire, il est le metteur en scène parce qu'il associe ça avec une nourriture. Donc il y a des choses qui ressemblent à mon univers à moi. Alors c'est assez différent, mais quand même, il y a ça là-dedans, bien sûr. Oui, il y a des relations assez proches, finalement. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour du sang de la vigne ou il n'y aura pas d'autres épisodes Un retour du sang de la vigne, ce à quoi on peut s'attendre, parce que c'est sur les racks, c'est le coffret de l'intégralité du sang de la vigne des 22 épisodes, qui sort là maintenant, qui est un joli cadeau de Noël à faire aussi. Cadeau de Noël aussi. Oui, ça c'est vraiment sympa, je suis très content qu'ils le sortent, voilà. Après, je pense qu'on va aller sur autre chose maintenant, puisque j'ai d'autres projets avec la maison qui ne seraient pas forcément liés au sang de la vigne, et je le regrette d'ailleurs, parce que j'ai adoré faire ça, et que j'aurais adoré en continuer encore un petit peu. Mais il y a d'autres choses sur les rails qui sont sympas. Alors dans le livre, il y a évidemment le vin, mais il y a aussi la table. Le vin, c'est la table, mais les restaurants, vous faites des portraits de fromagers, de restaurateurs qui sont devenus vos copains, et vous dites, je ne loupe jamais une escapade gourmande quand je suis en tournée. Vous adorez ça. Oui, je suis un peu comme Chabrol. Je suis capable de faire 100 bornes quand je suis en tournée pour aller bouffer dans un endroit où j'ai pas eu encore la chance d'être allé, ou où je suis déjà allé, où j'ai envie de retourner. Vous voyez, par exemple, là, je vais jouer en tournée donc avec mon copain Leb. On va dans l'Est, on va aller à Strasbourg, donc je voulais retourner à Lillehausern. Bon, voilà. Et malheureusement, à la période où on va y être, ça ne sera pas ouvert. J'ai vu. Donc il va falloir retrouver. Marc, qui est un chef. Vous connaissez le Lillehausern, l'auberge de Lille? Je n'y suis pas allé, mais c'est merveilleux. C'est une merveille. Il faut prendre un petit déjeuner sur l'île I2L, qui est la petite rivière qui coule devant, et le petit déjeuner sur une barque. Avec la barque. Il y a 2 bateliers. Ça, et au milieu, il y a une grande planche avec une nappe à carreaux, et il y a on mange au petit déjeuner toutes les et là, ce sera fermé. Et tout ça. Malheureusement, ce ne sera pas ouvert. Il y a la fourchette des Ducs qui est pas mal dans le coin aussi. Oui. Faut aller. Non, mais j'adore ça. Alors après, je suis obligé de faire un peu attention parce que. Faut faire un peu attention. Tout me profite. Quand on a un bon tempérament. Tout me profite. Et vous dites, je n'ai pas bu tous les vins que je voudrais boire. Non, je n'ai pas bu tous les vins que je voudrais boire. J'en ai goûté beaucoup. Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui me manque, c'est souvent des choses que je ne connais pas. Vous voyez, par exemple, je parlais du Jura tout à l'heure. Alors bon, je ne suis pas un hystérique des vins jaunes. Il y en a de très bons d'ailleurs, avec un joli morceau de comté ou une volaille. Au vin jaune, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. À boire comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais mon camarade Fanfan Ganva, qui est un très grand vigneron, auquel j'ai soutiré quelques magnums de vin blanc, si vous voulez, qui ne sont pas des vins de voile, quoi. Voilà. J'adore ça, c'est merveilleux, quoi. Et c'est totalement peu connu des gens, sauf des gens de la région, quoi. Voilà. Il y a des jolies photos de vous. Oui, alors celle-là, tout le monde me la ressort. Je vous remercie, ça me fait très, très plaisir. C'est la célèbre fête de la fleur, où vous êtes, on dirait un peu un conte Dracula. C'est au château Bechevel. Voilà. Et alors, à l'époque où ça a eu lieu, évidemment, j'étais beaucoup plus... Vous étiez intronisé, c'est ça? Oui, absolument, oui. Et j'ai été, évidemment... me suis fait foutre de ma tronche. Celle-ci est plus jolie, voilà. Il y a plein de photos. Il y a beaucoup de photos de ça, vous. C'est dans les vignes du
C'est pas très radiophonique. Non, c'est ce que j'allais te dire. Mais achetez le livre, comme ça vous verrez toutes les photos de Pierre Arditi. Alors, ça m'a fasciné, vous aimez descendre à la cave tout seul. Écoutez, autant j'aime partager le vin, autant ma cave, c'est comme un trésor secret. Alors, il n'y a qu'au fond que moi qui sais où se trouvent les choses. Je n'ai pas tout trié, mais je sais où ça se trouve. C'est pas rangé, mais il n'y a pas de règles, mais il faut les connaître. Je les connais. Et même si Valérie vous demande, elle ne peut pas venir jouer à la cave. On peut venir, bien sûr. Mais je peux m'asseoir, regarder, voir se briser un double magnum de Haut-Brion 82 sous mes yeux. C'est une horreur en restant quand même, parce que le parfum de ce vin brisé était magnifique. Je rêve, quoi. C'est comme quand j'avais ma collection de bandes dessinées. Voilà, ça, c'est vraiment un truc de garçon. Je ne sais pas pourquoi. Alors après, si on veut venir boire un coup à la cave, on boit un coup à la cave. Bien sûr, absolument. Mais curieusement, c'est un plaisir. Est-ce qu'il y a des bouteilles que vous attendez d'ouvrir, qui sont oui. D'ailleurs, c'est pas toujours bien chez moi, parce que quelquesfois, je les oublie. Et tout d'un coup, le vin, malheureusement, n'est pas éternel. Alors, quand il vieillit, et qu'il vieillit bien, ça peut devenir une récompense extraordinaire. De toute façon, on les boit toujours trop tôt, les vins. Mais quelquefois, à un moment donné, il y a une apogée, et puis après, ça redescend dans l'autre sens. Et il m'est arrivé d'avoir laissé passer des bouteilles qui ne vieillissaient pas à ce point-là. Certains condrieux, certains... Voilà, c'est dommage. Alors, vous donnez aussi des conseils sur les verres, le carafage, les cavistes à découvrir. Enfin, il y a plein de choses dans le livre. Et puis, vous n'aimez pas les verrines. Et un homme qui n'aime pas les verrines ne peut pas être fondamentalement mauvais. Vous pensez la même chose que moi, j'imagine. La même chose que vous, ça m'a fait éclater de rire. Et le tapas aussi. Le tapas, le mauvais tapas, les tapas, vous dites, c'est devenu un truc... c'est merveilleux quand c'est des vrais tapas, quand on va en Italie. En Espagne. Comment ça s'appelle, les cinquetti, je sais plus quoi. Chiquiti, je sais plus quoi. Bon, ça, d'accord, très bien, quand c'est bon, c'est merveilleux. Après, n'importe quoi, c'est des tapas. Mais les verrines, c'est une quand même... crotte de nez, on met un peu de mayonnaise dessus, c'est un tapas. Non, évidemment, non. Mais le cauchemar, c'est quand même... Non, le cauchemar, c'est la verrine. La verrine, parce que c'est complètement grotesque, c'est complètement idiot, on ne voit absolument pas ce qu'on mange, tout est en couches comme ça superposé, c'est inattrapable. C'est mortel. Alors c'est insupportable. Alors, c'est en train de passer de mode tout de même. Ça passe de mode. Voilà. Mais ça pourrait être remplacé par une autre mode tout aussi stupide. Il y en a d'autres. Il y a la célèbre séquence dite du comment. Alors, le nom va encore m'échapper. Du peintre, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Un plat inoubliable pour vous? Un plat inoubliable. Un plat inoubliable. Alors, je vais vous marquer. Je vais vous dire 1000. 1000. Ouais. Dans votre top 3, c'est quoi? Alors, le top 1, c'est Michel Guérard, qui est un génie. Et qui, un jour, m'a dit, je voudrais te faire goûter quelque chose, je ne sais pas si je dois le mettre à la carte. Oui, d'accord. Et il arrive avec un plat comme ça, comme vous savez, ces porte-bûches dans dans les cheminées parisiennes, où on ne peut pas mettre des grosses bûches, ça s'appelle un berceau, je crois, comme ça. Donc avec de la cendre, des feuilles, et une viande qui fume au milieu. Et il me dit, voilà, je dis, mais attends, c'est quoi ça? Voilà, on va te mettre là, tu vas goûter des pommes de terre, comme on ne fait plus les pommes de terre soufflées, ça n'existe plus nulle part, sauf chez lui, ou presque plus nulle part. Et il me dit, mais alors, je gratte, et il dit, non, tu grattes rien du tout, tu goûtes et tu me dis si ça te plaît. Il y avait une jolie sauce à part. Alors je goûte, la viande a tombé par terre, raide mort, calcinée dessus, moelleuse, tendre et rouge dedans. Alors là, je dis, comme la cendre, il dit, mange. Bon, la cendre, c'est de la poudre. C'est de la poudre de calamar teintée à l'encre de sèche, et qu'il n'y a plus de goût, qui est mise là-dessus. Ça a été fait, effectivement, la viande a été cuite dans l'âtre, comme ça, apportée. Il me dit, ce que je voulais, c'est qu'on puisse apporter la cheminée à table. Je n'ai jamais oublié ça. Et ce plat n'est jamais sorti de la carte. Je lui ai dit, si tu mets pas ça à la carte, je te fréquente plus. Bon, voilà, et donc il l'a mis à la carte. Il l'a mis à la carte, c'est là depuis des lustres maintenant. Incroyable. Donc c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre comme toujours avec lui. C'est-à-dire que c'est à la fois sans doute extrêmement compliqué, mais ça semble parfaitement simple. Et on mange vraiment, quoi. Michel Guérard, voilà, ça pour moi c'est un souvenir inoubliable. Après, il y a la volaille de ma grande. Soif et j'ai faim. Voilà, Le goût de ma vie, mise en bouche et aparté de Christophe Casazza. Voilà, c'est paru. Elle l'a dit. Si ça se trouve, il va me rembarrer. Je dois le voir tout à l'heure. Hugo Doc. On peut aller vous voir au Théâtre des Nouveautés. D'ailleurs, on a
une auditrice qui nous dit je dois aller le voir bientôt. Oui. Donc Théâtre des nouveautés avec Michel Leb. Et puis, merci d'être venu, Pierre Arditi. Et Stéphane Pézra. On ne le cite pas. Il est formidable dans le spectacle et il a une grande place. Il est un peu moins connu que nous, mais il va nous faire la pige dans pas longtemps. Merci beaucoup, Pierre Arditi.